Je dois avoir le décompte, hein, il me semble, hein. Moi, je l'ai vu, il est parti, là, ça y est. Je peux commencer? Oui. Ok. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous, ravi de vous recevoir pour nos semaines de l'évolution professionnelle, des semaines qui ont commencé depuis le 4 octobre. Donc là, nous partons sur la deuxième semaine pour pouvoir vous présenter plus de 100 sujets, 100 thématiques qui, ma foi, pourraient certainement vous intéresser dans tout ce parcours et toute cette évolution professionnelle. Donc, je rappelle, les semaines de l'évolution professionnelle sont à destination des entreprises, des salariés du secteur privé, mais également des indépendants. Comme je le disais à l'instant, des semaines étalées du 4 au 15 octobre 2021, avec tout un réseau de partenaires, donc co-organisés avec l'APEC. Nous avons également le réseau EVA, le groupement Évolution, la BGE Guyane et Antea RH Corse, en association bien sûr, avec les partenaires nationaux, mais également nos partenaires régionaux. Bien avant d'aller plus loin dans cette présentation, quelques règles, quelques petites consignes pour que nous puissions optimiser cette heure qui nous est impartie. Sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions ou encore tout simplement de chatter. De toute façon, nous y répondrons au fil du temps. Alors, c'est vrai qu'il est indiqué en fin de webinaire. Je préfère que nous puissions avoir cette interaction et répondre à vos questions au fil de l'eau. Vous pourrez aussi, une petite astuce très intéressante, hein, vous pourrez voter. Par exemple, une personne aura posé une question et vous la trouvez très pertinente. Si vous voulez que cette question arrive en haut de toutes les autres questions et qu'elle soit traitée en priorité, n'hésitez pas à voter pour cette question. Bon, ben, elle arrivera au-dessus et forcément, nous allons la voir et y apporter une réponse adaptée. Donc, juste encore un petit point, donc du 4 au 15 octobre, l'APEC, groupement EVA, groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse, nous sommes tous des opérateurs en conseil, en évolution professionnelle pour des salariés du secteur privé, essentiellement des indépendants également, et puis tout cela pour pouvoir vous présenter un événement 100% digital, un événement forcément gratuit pour tous et accessible à tous. Voilà. Donc, le conseil en évolution professionnelle est au cœur de plus d'une centaine de webinaires avec différentes thématiques que nous avons travaillées pour vous les présenter. Mais bien sûr, savoir qui s'adresse à vous. Je suis Darlène Désir, je suis conseillère en évolution professionnelle et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue. Je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Timothée, je vais me charger de relayer les questions à Madame Désir en espérant n'oublier personne. N'hésitez pas à poser vos questions si je vous oublie. Tout à fait, je te remercie Timothée. Donc avec Timothée, nous allons co-animer cette présentation. Timothée se fera un réel plaisir de me faire remonter toutes les questions qui viennent et puis aussi certainement être un appui sur des questions à tout moment. N'hésitez pas, nous sommes tous les deux là pour pouvoir satisfaire, en tout cas autant que faire se peut, vos interrogations. Alors, le thème que nous abordons aujourd'hui, je veux faire le point sur ma situation professionnelle. Comment est-ce que nous allons organiser ce temps d'échange? Dans un premier temps, savoir ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Donc, on va tenter de vous présenter ce que c'est et surtout à destination de qui. Dans un deuxième temps, on va quand même aborder l'impact qu'a pu avoir cette situation sanitaire un peu, on va dire, nouvelle hein, par rapport à ce qu'on connaît, notamment sur les projets professionnels et puis les situations professionnelles en tant que telles. Ensuite, on va rentrer dans le cœur même de la thématique, comment faire le point sur ma situation professionnelle. Alors, je rappelle hein, vraiment l'objet même de cette présentation, c'est de vous donner des informations sur ce que peut vous apporter comme réponse le conseil en évolution professionnelle. L'idée n'est pas de traiter là tous les questionnements, même si j'y apporterai, s'il y en a de toute évidence, les meilleures réponses. Et puis, bien sûr,
comment solliciter le conseil en évolution professionnelle. Voilà tout ce que je vous propose pour cette prochaine heure et nous sommes partis par rapport à cela. Maintenant, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle? Savoir qu'il constitue en fait un processus qui viendra appuyer tout salarié qui nous viendra du secteur privé, mais également tout indépendant qui souhaiterait à un moment, à un carrefour de son parcours, faire le point. Et cette personne n'aura pas la stratégie ou la méthodologie pour pouvoir, on va dire, organiser, en tout cas prendre suffisamment de recul. L'objet même du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir l'aider à y voir plus clair. Partant de là, on va lui proposer bien sûr de le guider, de l'aider et aussi d'élaborer avec lui ce point, de faire ce point, ce projet, mais surtout, plus que cela, pouvoir formaliser ce projet dans l'objectif de pouvoir le mettre en œuvre. Dans tout état de cause, travailler avec lui une stratégie qui va viser une évolution professionnelle. Alors, je dis bien travailler avec lui parce que c'est un accompagnement personnalisé. On ne va pas répliquer, j'ai envie de dire, des méthodes d'accueil, des modalités. Non, tout ça sera vraiment personnalisé, ça sera individualisé. Et tout cela, bien sûr, dans un contexte gratuit. Donc, si un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, vous demande de payer sa prestation, c'est que vous n'êtes pas dans le bon conseil en évolution professionnelle. J'insiste, c'est vraiment un accompagnement gratuit. C'est aussi un accompagnement confidentiel. Autrement dit, tout salarié ou toute personne du secteur privé qui viendrait voir ou indépendant qui viendrait voir un conseiller en évolution professionnelle a la garantie de la confidentialité de l'échange. Autrement dit, vos employeurs, si ce ne sont vous, ne seront pas informés par nous. Nous faisons également, dans le cadre de cet accompagnement, comme on va dire, leitmotiv, la neutralité. La neutralité, l'impartialité et surtout le sans-jugement. Donc, j'ai envie de dire, c'est un contexte, c'est un environnement propice et favorable pour mettre en confiance la personne qui viendra nous voir, pour pouvoir l'aider dans son cheminement et dans la stratégie visant l'évolution de son projet professionnel, ou en tout cas l'élaboration. Et bien sûr, un service accessible. Et en fin de cela, de présentation, je vous indiquerai comment prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, en tout cas, comment rentrer en contact avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Timothée, j'entends beaucoup de petits bips. Non, pas de questions. On me demande seulement si tu peux masquer la barre en dessous de la diapositive. D'accord, je vais la masquer. C'est plus clair? Parfait, merci. Merci, parfait. Et nous continuons. Alors, je vais faire un point sur tous les publics que nous pouvons accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. S'agissant des salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants, les opérateurs qui leur sont dédiés sont le groupement Évolution, le réseau EVA, la BGE. Également, nous avons également Axis, Antea. Voilà, donc toutes ces structures peuvent accompagner tous les salariés qui viennent du secteur privé et les travailleurs indépendants. Pour autant, parmi ces salariés, il y a certainement des cadres, il y a certainement des jeunes de moins de 26 ans, il y a certainement également des personnes en situation de handicap. Donc, ces personnes, on va dire qu'elles ont des opérateurs privilégiés. L'APEC va accompagner toutes les personnes de manière privilégiée, toutes les personnes qui ont un statut cadre. Les jeunes de moins de 26 ans, leur opérateur privilégié seront les missions locales. Et pour les salariés en situation de handicap, ce sera le Cap Emploi qui va les accompagner. Pour autant, bien sûr, les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants peuvent être accompagnés par tous les groupements que je vous ai présentés sur le premier
cadres, l'idée, effectivement, c'est de savoir qu'il y a des opérateurs privilégiés et nous allons toujours vous encourager à aller vers eux, mais le salarié est libre, effectivement, de choisir son opérateur. Et puis, pour tous ceux qui auront le statut de demandeur d'emploi, leur opérateur unique est le Pôle emploi. D'accord? Voilà pour les structures, les opérateurs qui pourraient vous accompagner dans le cadre de votre projet d'évolution professionnelle. Maintenant, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Je l'ai dit un peu avant, l'objectif même, c'est d'aider dans l'élaboration d'un projet. On peut supposer une personne qui puisse avoir plusieurs pistes professionnelles. Le conseiller va l'écouter, l'aider dans sa réflexion, suggérer, on sera dans une co-construction d'un projet pour pouvoir arriver à le confirmer. Et pour cela, il s'agira de le mettre en forme. Le mettre en forme, on le verra un peu plus en détail, c'est pouvoir identifier les différentes pistes possibles en fonction du profil et de la situation du bénéficiaire qui viendra nous voir. Donc, on ne peut pas, on va dire, répliquer quelque chose d'un bénéficiaire à l'autre parce qu'ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas le même niveau de réflexion, ils n'ont pas la même dynamique, même si d'aventure, ils allaient vers le même projet. Donc, la formalisation va dépendre, bien sûr, du bénéficiaire qui sera face à nous et de son parcours et de l'évolution de sa réflexion. L'objet même aussi du conseil en évolution professionnelle n'est pas simplement de formaliser le projet et vous dire merci, vous êtes venu, on l'a formalisé, au revoir. On va également vous aider dans la mise en œuvre d'un plan d'action pour pouvoir concrétiser ce projet qui a été élaboré et formalisé. Et bien sûr, cela va dépendre de la situation, je l'ai dit, visée. Certaines personnes voudront peut-être évoluer en interne dans leur structure, ne pas forcément changer de métier, mais simplement acquérir de nouvelles compétences pour optimiser et gagner en responsabilité. Donc, tout dépendra. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on va vous apporter un soutien, une aide, on va vous aider à mettre en place un plan d'action qui va viser, de toute évidence, l'évolution professionnelle. Ça, c'est indéniable. Cela pourrait passer par le développement de compétences. Donc, on vous accompagne également sur cette partie. Quand on va parler de développement de compétences, c'est pouvoir identifier les meilleurs dispositifs qui pourraient répondre à cette attente. Cela peut être fait par le conseil en évolution professionnelle, mais on peut se dire, là, on a une limite par rapport aux services que l'on pourrait proposer, donc on va faire appel à un dispositif extérieur qui va permettre de concrétiser le projet avant de revenir avec nous et de continuer tout cet accompagnement. Cela pourrait être également la reconversion ou la transition professionnelle. On va vous accompagner également sur cet aspect des choses. Rappelons-nous, ça peut être une réorientation, une reconversion. La reconversion, c'est vraiment un changement de qualification. Cela suppose que quand il y a reconversion, il y a forcément une formation. Cela veut dire qu'on a oublié son métier précédent. On est parti vers autre chose. Sinon, on est sur une transition professionnelle. Et dans ce contexte-là, cela suppose que on va vers une nouvelle direction, sans pour autant tout remettre en cause. D'accord? Donc, la reconversion ou encore la transition. On nous accompagne également sur cela. Cela pourrait être également la reprise ou la création d'activités, la reprise ou création d'entreprises. Donc, on pourra vous apporter les conseils par rapport à cela, quels seront les vis-à-vis qui seront les mieux adaptés pour vous accompagner dans cette partie de création, de construction de votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Cela pourrait être également une certification professionnelle, ou encore une mobilité, soit mobilité interne, soit mobilité externe. Donc, en fonction, on va dire, de la situation, en fonction de la demande, nous allons élaborer avec vous, on ne va pas vous l'imposer. On va vraiment élaborer avec vous un projet et il ne sera pas imposé dans le sens où on va mettre en avant plusieurs pistes, plusieurs stratégies et celle qui vous correspondra le mieux, c'est celle que l'on va exploiter plus avant. Pour autant,
on va toujours garder les autres sous le coude au cas où on soit limité à un moment ou à un autre dans ce projet de reconversion, en tout cas de mise en œuvre du projet. Y a-t-il des questions, Timothée? Non? Oui, j'ai une question donc de Samira qui nous demande: et si nous sommes complètement perdus, que nous n'avons aucun projet en tête, mais que nous nous sentons en besoin d'évoluer? Alors, dans un contexte tel que le fait, un salarié qui viendrait me voir, qui me dirait: je suis complètement perdu. D'une manière ou d'une autre, on va élaborer avec lui un questionnement pour pouvoir identifier ce qui pourrait se cacher derrière ce mot perdu. Il y a certaines personnes qui pourraient venir me voir, me dire: je suis complètement perdu, je ne sais pas quoi faire. Et pour autant, plus on va loin dans l'échange, on entend cette personne dire: il y a tel domaine d'activité qui m'intéresse, il y a tel métier qui m'intéresse, mais aujourd'hui, je n'ai que ce niveau de formation. Une personne qui viendrait me dire: donc, comme j'ai ce niveau de formation, je suis convaincue que je ne peux pas accéder à ce métier et je suis perdue. Un contexte comme cela, il pourrait effectivement faire mûrir le projet, donc vérifier que ce projet corresponde bien à l'idée que cette personne se fait d'elle. On va mettre en place une stratégie pour confirmer le projet, soit par des enquêtes métiers, soit par une PMSMP, et en même temps identifier les possibles pour accéder, eu égard à son niveau de formation actuel, quel parcours il faudra mettre en place pour accéder à la formation exigée pour exercer le métier. Ça aussi, c'est un cas de personne qui peut dire: je suis perdu dans l'échange. Donc, on va lui proposer ça comme stratégie, entre autres. Une personne qui viendrait me dire aussi: je suis perdu, et plus on va loin dans l'échange, on se rend compte qu'elle n'arrive vraiment pas à identifier une piste professionnelle, même un secteur d'activité dans lequel s'orienter sereinement. Une personne comme cela, on va lui suggérer de toute évidence un bilan compétences qui lui permettra de faire le point sur les compétences acquises, que ce soit dans le cadre d'une activité professionnelle ou extra-professionnelle, mais plus encore lui permettre d'identifier un potentiel personnel qui pourrait être inexploité jusque-là, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité de mettre en œuvre cette compétence. Voilà. Donc, d'emblée, venir dire à un conseiller en évolution professionnelle: je suis perdu, et comme je l'expliquais, comme c'est un service personnalisé, c'est vraiment le questionnement. On ne va pas s'arrêter simplement sur cette phrase: je suis perdu. On va aller bien plus loin, tenter de questionner pour pouvoir identifier ce qui se cache exactement derrière cette expression pour mieux proposer une stratégie d'évolution. As-tu d'autres questions qui arrivent? Oui. Quelle valeur ont les certificats pro sur le marché du travail? Le certificat professionnel, le certificat de qualification professionnelle, je suppose. En général, le certificat de qualification professionnelle, ils sont souvent proposés par les entreprises. Par exemple, une personne qui a travaillé de nombreuses années dans une entreprise et l'entreprise estime que cette personne peut monter en compétence pour pouvoir exercer une autre responsabilité au sein de sa structure, on lui propose un certificat de qualification professionnelle. Pour autant, il est vrai que d'autres structures proposent forcément le certificat de qualification professionnelle, parce que même si l'entreprise la proposerait, ce n'est pas l'entreprise qui fait la formation. Donc, ce sont des organismes de formation qui dispensent le certificat de qualification professionnelle. Donc, un bénéficiaire pourrait effectivement voir afficher qu'il y a un certificat de qualification professionnelle dans tel secteur et l'intégrer. Donc, c'est vrai qu'en général, c'est lorsque j'ai travaillé, mon employeur peut me dire: bon ben, écoutez, allez préparer un certificat de qualification professionnelle. Maintenant, quelle est la valeur du certificat de qualification professionnelle sur le marché? Tout dépend du secteur d'activité, ça c'est indéniable. Et deuxièmement, pour pouvoir être sûr, pareil, de ne pas se tromper sur la formation que je vais réaliser. Certaines personnes pourraient se dire: le certificat de qualification professionnelle, il me correspond parfaitement à cause du modèle pédagogique qu'il va me proposer. C'est souvent court, c'est souvent très professionnel, il y a peu de théorie. Cela suppose effectivement que cela peut convenir à une personne. Maintenant, savoir s'il est, on va dire, porteur sur le marché, ce n'est pas compliqué. Le métier que vous ciblez
pour pouvoir vous ciblez un métier et vous vous dites, je vais préparer tel certificat de qualification professionnelle pour y accéder. Vérifiez simplement les offres d'emploi. Allez consulter au moins 6 offres d'emploi et comparez le diplôme qui est exigé par les recruteurs. Si vous vous rendez compte que la plupart des recruteurs demandent un certificat de qualification professionnelle pour pouvoir aller sur ce métier, vous vous dites, OK, c'est bien, je peux passer par cette formation. Si vous vous rendez compte que sur les 5-6 offres d'emploi que vous avez consultées, aucune ou une seule demande le certificat de qualification professionnelle et que les 5 autres demandent un autre diplôme, peut-être qu'il vaudrait mieux privilégier les diplômes qui sont attendus sur le marché de l'emploi. L'idée n'est pas d'avoir une formation juste pour avoir une formation, mais bien sûr avoir une formation qui réponde aux besoins des recruteurs. Donc ça peut être une stratégie pour identifier si la formation vers laquelle je tends est celle qui est attendue sur le marché du travail. L'idée, une fois que vous avez fait votre formation, c'est de pouvoir être complètement concurrentiel. Donc, si vous êtes concurrentiel, cela suppose que vous avez le diplôme qui est attendu sur le marché de l'emploi et les offres d'emploi nous donnent une vision par rapport à cela, contrairement à une fiche métier. Vous savez, il y a des fiches métiers qui peuvent dire tel diplôme sera exigé ou attendu. Et quand c'est vrai, mais quand vous consultez, comme la fiche métier vous propose plusieurs pistes, l'idée c'est d'aller identifier les offres d'emploi pour savoir parmi toutes les pistes qui m'ont été proposées par la fiche métier, laquelle les recruteurs recherchent le plus souvent. Donc ça, c'est aussi un travail que pourrait réaliser avec vous votre conseiller en évolution professionnelle, tout simplement par rapport à votre situation. Okay. Donc ça, c'est très important, toujours consulter les offres d'emploi pour être sûr de ne pas se tromper et aussi non seulement les offres d'emploi, mais dans le cadre également des enquêtes métiers. Identifier la personne que vous interrogez, par quel parcours professionnel de formation elle est passée pour pouvoir accéder à ce poste que vous voulez occuper. Donc ça, c'est une stratégie pour identifier la valeur d'un diplôme sur le marché de l'emploi. D'autres questions, Timothy? Oui, j'ai 2 questions qui se rejoignent. La première, pour les demandeurs d'emploi, il est possible de prendre contact directement avec un CEP ou faut-il passer par son conseiller Pôle emploi? Alors, pour les demandeurs d'emploi, je rappelle vraiment, c'est le Pôle emploi qui va vous accompagner. Sachez qu'au niveau du Pôle emploi, vous avez certes des conseillers Pôle emploi, mais vous avez également des conseillers en évolution professionnelle au sein du Pôle emploi. Et donc la deuxième, c'était à Pôle emploi. Je suis actuellement à Pôle emploi cadre, mais on me conseille de prendre rendez-vous avec des conseillers APEC. Ai-je le droit à un accompagnement avec un CEP? Alors, vous pourrez effectivement être accompagné par un conseiller APEC, mais pas sur le conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle est vraiment destiné aux salariés issus du secteur privé et des indépendants. Pour autant, effectivement, Pôle emploi, vous pouvez être demandeur d'emploi et être accompagné par l'APEC, par un conseiller APEC, tout à fait, mais pas sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, si un conseiller APEC vous accompagne, ça ne sera pas un conseiller APEC sur le dispositif conseil en évolution professionnelle parce que vous n'êtes pas salarié, tout simplement. J'ai répondu à la question. Est-ce que tu en as d'autres? Oui, quelle est la différence entre cette démarche et un bilan de compétences? C'est la question qui nous revient souvent. Alors, le bilan de compétences, immédiatement, si je devais répondre, c'est un service, un dispositif payant. D'accord. Déjà, le conseil en évolution professionnelle, je l'ai rappelé, c'est un accompagnement gratuit. Le conseil en évolution professionnelle n'a pas pour visée de réaliser un bilan de compétences parce que le bilan de compétences, c'est un accompagnement sur 24 heures qui est bien plus profond. Par exemple, une personne, comme je le disais tout à l'heure, qui me dit « je n'arrive vraiment pas à identifier une piste professionnelle vers laquelle m'orienter », je vais lui proposer le bilan de compétences parce que je connais le bénéfice d'un bilan de compétences qui va permettre de réaliser des tests de typologie personnelle, typologie professionnelle, un accompagnement, tout cet aspect, on va dire, en profondeur pour pouvoir identifier une piste professionnelle. Une personne qui viendrait dire « j'ai réalisé un bilan de compétences, pour autant… »
je suis encore un peu perdu. Nous allons exploiter les éléments que la personne nous apportera et qui ont été identifiés dans son bilan de compétences. Ça ne veut pas dire que l'on va aller analyser son bilan de compétences parce que le bilan de compétences est personnel. Je le rappelle toujours, cette personne peut nous le montrer si c'est son souhait, mais nous n'avons aucune obligation à le lui demander ou encore à l'exiger. Donc, effectivement, on pourrait exploiter des éléments pour avancer avec le bénéficiaire par rapport à cela. Une personne qui dit, par exemple, je n'ai pas suffisamment de droits de formation pour financer mon bilan de compétences. Dans un contexte-là, on pourrait mettre en place d'autres outils qui ne seront pas les tests psychotechniques ou psychométriques qui vont permettre d'aller, on va dire, en profondeur sur l'analyse personnelle et de cette personne. Mais pour autant, il y a d'autres outils, et notamment, sachant que les conseillers en évolution professionnelle restent quand même des personnes qui ont une longue expérience dans l'accompagnement. Donc, forcément, nous avons l'habitude d'accompagner des personnes qui sont perdues. Pour autant, le bilan de compétences reste, on va dire, une démarche non négligeable pour vraiment les personnes qui sont perdues. Maintenant, le bilan de compétences, il a ses limites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va vous permettre d'élaborer le projet professionnel, certains organismes vont vous aider à le confirmer en vous donnant la possibilité de faire des enquêtes métiers, des PMSMP, d'autres pas. D'autres vont se contenter d'élaborer le projet professionnel avec vous. Donc, si le projet a été confirmé, nous, derrière, nous allons réévaluer tout cela, comparer le projet à la réalité du marché de l'emploi, identifier ensuite les formations indispensables pour accéder et surtout les dispositifs qui permettraient de prendre en charge le financement de votre formation ou autre. Ce que le bilan de compétences ne va pas, en fait, on va dire, le bilan de compétences pourrait être la première étape, mais tout ce qui va concerner la mise en œuvre du projet, la réalisation concrète en termes de financement du projet, en termes de dispositifs indispensables pour mener à bien le projet, le bilan de compétences est limité par rapport à cela. Donc, sur cet aspect, on va dire, identification des compétences, on peut considérer que peut-être le conseil en évolution professionnelle fera la même chose, mais pas du tout. Le bilan de compétences est un accompagnement en profondeur puisqu'il y a des tests. Le conseil en évolution professionnelle, c'est récupérer des éléments, par exemple, d'un bilan de compétences pour mieux construire, mieux avancer avec vous. Et si une personne ne veut vraiment pas et n'a pas les possibilités, sachant que nous avons la posture et l'habitude, nous lui permettrons de réaliser des tests, on va dire, classiques, pas les tests payants, des tests classiques sur des fiches techniques, identifier ses compétences avec cette personne et mieux l'accompagner. Voilà un peu la différence. Le bilan de compétences, élaborer un projet, le conseil en évolution professionnelle, mettre en œuvre le projet avec toutes les démarches qu'il y a derrière. Et donc, de ce fait, Darlène, si le CEP préconise un bilan de compétences, qui prend en charge les frais de ce bilan? Oui, je l'avais dit juste à l'instant. C'est votre compte personnel de formation qui sera mobilisé pour pouvoir financer le bilan de compétences. Maintenant, si c'est un bilan de compétences qui vous a été conseillé par votre employeur pour votre évolution au sein de sa structure, l'employeur aussi peut financer le bilan de compétences. Mais aujourd'hui, le financement du bilan de compétences est réalisé directement avec vos droits de formation inscrits sur le compte personnel de formation. Et je sais la question qui vient toujours après. Oui, mais si je veux faire une formation après, comment est-ce que je fais pour faire financer ma formation? Alors, notez que désormais, depuis la loi du 5 septembre sur la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons comme dispositif pour financer les formations, et n'hésitez pas à aller plus avant sur ces ateliers, le projet de transition professionnelle qui permet effectivement de mobiliser les droits de formation pour pouvoir réaliser cette formation. Pour autant, vos droits de formation ne financent pas la formation. Ils seront effectivement récupérés, mais ils ne financent pas la formation. Donc, si vous avez un bilan de compétences à réaliser en amont d'un projet de transition professionnelle, si vous en avez entendu parler déjà, utilisez vos droits de formation pour faire votre bilan de compétences. Votre accompagnement ne sera que plus optimal. Parfait. D'autres questions? Non. Non? Ok, on avance. Maintenant,
Puisque nous avons vu un peu avant l'objectif du conseil en évolution professionnelle, vraiment ne faites pas l'amalgame entre le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle. Ce sont deux, on va dire, services différents, complémentaires, mais différents. Comment est-ce que nous allons mettre en avant le conseil en évolution professionnelle dans le cadre d'un service d'accompagnement qui est gratuit, je l'ai dit, qui est personnalisé pour tous les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Dans le cadre de cet accompagnement, il y aura plusieurs rendez-vous, mais au moins un, en tout cas le premier, qui est indispensable pour nous, conseillers en évolution professionnelle, parce que c'est dans ce cadre-là que nous allons faire l'état des lieux de la situation, du besoin du bénéficiaire. C'est pouvoir lui donner la possibilité d'exprimer sa demande et son besoin. Certaines personnes arrivent à l'exprimer de manière très claire, d'autres un peu moins, et dans l'interrogation, on va réussir à comprendre quelle démarche a motivé ce bénéficiaire à venir jusqu'à nous. Donc, l'idée, c'est aussi d'aider à exprimer la demande par de la reformulation, par des questionnements pour être sûr de ne pas se tromper sur le besoin du bénéficiaire. D'accord ? Donc, on a besoin de cet échange dans un cadre complètement impartial, complètement respectueux de la personne en tant que telle pour pouvoir comprendre, étendre et faire entendre et faire un état des lieux. Donc, par rapport à ce premier rendez-vous, ce bénéficiaire, lui aussi, donc il n'y a pas que nous qui prenons des éléments pour comprendre, mais le bénéficiaire, lui aussi, il aura à faire un premier niveau d'information. Un premier niveau d'information sur les métiers, mais également les différentes offres de formation qui lui seront possibles. Donc, en fait, les différentes solutions que l'on pourrait apporter à son besoin et à sa demande. On va aussi considérer l'environnement professionnel. L'idée n'est pas d'encourager vivement une personne à s'orienter vers un secteur, sachant que le marché il est bloqué ou encore que la formation ne sera pas prise en charge par certaines structures. Donc, on va faire le point de manière très claire. Cela ne veut pas dire que l'on va empêcher le bénéficiaire d'aller vers son projet. Mais une chose est sûre, c'est que quand il ira vers ce projet, il ira en toute connaissance de cause. Les avantages, les inconvénients, les risques, voilà, tout cela sera balayé pour lorsqu'il va entreprendre sa démarche et confirmer son projet, il saura parfaitement à quoi s'attendre. Et on échangera à un premier niveau sur les différents dispositifs de financement qui pourraient exister. Ensuite, nous allons également identifier les démarches qui sont possibles, les éventuelles suites à donner après ce premier entretien pour pouvoir mettre en œuvre un plan d'action pour pouvoir arriver au projet. Donc ça, c'est, on va dire, la première partie, en tout cas lors du premier rendez-vous, ce qui pourrait être réalisé. Et puis, si ce bénéficiaire estime, en toute connaissance de cause, que l'accompagnement d'un conseiller en évolution professionnelle pourrait être largement bénéfique pour elle, on va mettre en place effectivement un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement, il ne va pas s'arrêter à un premier niveau d'information. Non. Là, effectivement, le bénéficiaire aura accès à toutes les informations utiles à l'élaboration de son projet, mais également un accompagnement qui va permettre de mener une analyse sur la réalité du projet. Est-ce qu'il est faisable? Certes, c'est un projet, identifier s'il est réaliste, d'une part, mais également, est-ce qu'il est réalisable? Réalisable, eu égard forcément au profil du bénéficiaire.
Donc ça, c'est tout un travail qui sera réalisé dans le cadre de l'accompagnement. L'idée n'est pas de dire « Ah non, ça ne sera pas possible. Au vu du profil, vous arrivez bientôt à la retraite, ça ne sera pas possible pour vous de faire… » Voilà. Il y aura des éléments où vous n'avez pas ce niveau de qualification, on ne pourra pas. L'idée n'est pas de dire « on ne pourra pas ». L'idée est de trouver ensemble des solutions. Donc, toutes les informations seront données pour trouver les solutions qui permettront d'accéder au projet, de mener en tout cas à bien le projet. Cela suppose qu'un plan d'action soit construit, un plan d'action qui soit pertinent. Pas juste pour mettre en place un plan d'action, mais un plan d'action individualisé, un plan d'action personnalisé et surtout adapté, et qui va favoriser la mise en œuvre du projet. Voilà en quoi va consister cet accompagnement. Des questions, Timothée? Non? Oui. Alors, on avait une question. Combien de fois l'employeur peut-il refuser un projet de transition professionnelle? Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas sur le webinaire du PTP, pour autant, je vais répondre à cette question, mais n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour cela. Le projet de transition professionnelle, je vous le disais, il a été porté avec la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Cela suppose qu'à partir du moment où le salarié peut justifier de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et que le salarié a fait sa demande d'autorisation d'absence dans les délais légaux, c'est-à-dire 120 jours avant le début de la formation si cette formation est égale ou supérieure à 6 mois, ou 60 jours avant le début de sa formation si cette dernière est inférieure à 6 mois, l'employeur ne peut pas refuser de laisser partir en formation un salarié. D'accord ? Donc, les employeurs ne peuvent plus empêcher de partir en formation un salarié. Pour autant, ils pourraient reporter de 9 mois maximum le départ en formation. Et ce report, il est inhérent à la demande d'autorisation d'absence et à la date à laquelle vous avez fait votre demande d'autorisation d'absence. Donc, il peut reporter de 9 mois maximum votre départ en formation s'il peut justifier qu'il y a au moins 2% de l'effectif de l'entreprise qui est dans le même dispositif PTP, ou encore que votre absence de main-d'œuvre à ce moment précis va mettre l'entreprise en difficulté. Voilà. Donc, vous aurez plus de détails si vous allez sur cette thématique. Mais aujourd'hui, si vous respectez ces 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, si vous faites votre demande d'autorisation d'absence par écrit, bien sûr, soit courrier remis en main propre contre signature, ou encore un courrier avec en lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur, à partir de là, il a 30 jours pour vous répondre également par écrit. Donc, je rappelle, si vous respectez ces deux critères, il ne peut pas refuser, il peut juste reporter votre départ en formation de 9 mois maximum. Voilà. Tu as d'autres questions, Timothée? Non. Ok, très bien. Maintenant, nous allons rentrer aussi dans le vif de notre sujet. Pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle? J'ai envie de dire, et c'est ce que vous lisez aussi à l'écran, quel que soit le projet que l'on pourrait être amené à envisager, que cela ait été, on va dire, influencé par la situation sanitaire qui s'est passée récemment, ou pas du tout, ou c'est une réflexion, un besoin, un ressenti, on va dire, qui est assez ancien, faire le point est nécessaire, important et indispensable pour mettre en œuvre un projet. Pourquoi ? Cela permettra d'identifier si mon besoin de changement est lié à la temporalité, qui pourrait être, on va dire, engendrée par la crise sanitaire, tout simplement, ou si c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus pérenne. On pourrait considérer que cette situation de crise sanitaire est ébranlée plus d'un par rapport à ses valeurs, par rapport à l'idée qu'il se faisait de son métier, et qu'on ait envie, ou encore les conditions aient changé, voilà, et qu'on ait envie de fuir cela. Et quand on va échanger avec le conseiller en évolution professionnelle, celui-ci va se rendre compte que, in fine, cette personne, elle aime son métier. Elle aime son métier, mais l'environnement professionnel, avec tout ce qui s'est passé, a mis une certaine pression, un certain stress
qui fait que cette personne pense que son métier, elle ne l'aime plus et qu'elle veut faire toute autre chose. Donc là, on est un peu dans la temporalité, donc quelque chose de passager. On est aussi, donc c'est tellement passager et tellement fort que l'on a envie de fuir. Donc l'objet même de cet échange avec le conseiller en évolution professionnelle, c'est d'identifier est-ce que c'est quelque chose temporaire ou quelque chose qui naît et qui est en train de nous miner ou de creuser depuis quelque temps. Dans tout état de cause, faire ce point. Si c'est ponctuel, est-ce que c'est lié à l'environnement professionnel, donc mon environnement de travail? Et dans ce contexte-là, peut-être que si j'aime mon métier, il s'agit de changer d'entreprise et on travaille à cet effet. Ou encore, on se rend compte que plus on va identifier les compétences mobilisées au quotidien, moins cette personne prend de plaisir à le faire. Et dans ce contexte-là, on sait que c'est le métier qui ne convient plus. Donc, faire le point permet d'être au clair. Faire le point permet d'avoir des éléments, d'avoir des arguments pour lorsque le doute va venir. Ça peut être tout simplement aujourd'hui, tu as une situation stable. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir changer de métier pour quelque chose que tu ne vois pas encore, que tu imagines? En faisant le point, on a tous les éléments sur un parcours clair qui va d'emblée nous dire pourquoi je ne veux plus exercer ce métier. Partant de là, on va identifier quel compromis on ne veut plus faire. Ensuite, pourquoi je m'oriente vers cette nouvelle piste professionnelle? L'idée n'est pas simplement d'identifier les raisons qui me poussent à changer d'orientation professionnelle. Donc, simplement avoir cette question, l'idée est de répondre à ces raisons. On peut simplement se dire, je n'ai pas envie j'ai plus envie d'avoir la pression. Pourquoi? Parce que je veux préserver ma santé, parce que je veux préserver mon équilibre émotionnel, parce que je commence de plus en plus à être moins bienveillant. Voilà, toutes ces raisons-là. Et à cause de cela, il est important il faut toujours, après chaque élément évoqué, mettre un pourquoi. Parce qu'au moment où, dans votre nouveau projet, il y aura besoin de faire un compromis, vous saurez sur quoi vous ne pouvez vraiment pas faire de compromis. Une personne qui me dit, j'ai une bénéficiaire par exemple, juste pour donner un exemple concret, qui me dit, je ne veux plus travailler en téléphone, je ne veux plus être, comment on les appelle Timothée, tu peux m'aider? Voilà, je ne veux plus, merci beaucoup Timothée. Je ne veux plus être téléconseillère sur ce groupe parce que tout simplement, je travaille les week-ends. Des fois, j'ai des nuits pas possibles, je termine à 21h. Et j'ai pensé à un projet, je veux être réceptionniste dans un hôtel. OK? Donc, on va considérer. OK? Dans les hôtels, on travaille le week-end? Oui. Est-ce que dans les hôtels, on travaille le soir? Oui, si on est à la réception. OK. Donc, est-ce que l'on voit la différence entre les deux métiers en termes de ce que vous ne voulez plus exercer? Donc, voilà. L'idée, c'est effectivement de pouvoir identifier des choses sur lesquelles on ne veut plus faire de compromis. Donc, si je ne veux pas travailler le soir, même si je change de secteur d'activité ou de métier, identifions si ma prochaine activité professionnelle ne va pas m'imposer de travailler le soir. Et si tel est le cas, est-ce que je suis prête à faire des compromis là-dessus? Donc, pouvoir répondre à cette question est indispensable. Pourquoi? Donc, en faisant le point sur la situation professionnelle, c'est pouvoir mettre la lumière sur tous ces éléments et toutes ces réponses qui sont indispensables pour mieux construire le nouveau projet. Maintenant, comment procéder? Il n'y a pas de question, hein, Timothée? Non. J'ai pas entendu de bip. Ok, il faut croire que je sois très claire. Alors, du coup, n'hésitez surtout pas à interagir pour que nous puissions répondre à vos questions. Sinon, on va se quitter rapidement. Ah non, il est déjà... ouais, ok, très bien. Alors, maintenant, comment procéder pour pouvoir faire le point? Il y a 3 étapes que l'on ne peut pas négliger. Il est nécessaire de réaliser 3 étapes vraiment indispensables. Premièrement, faire le point sur son parcours. Deuxièmement, identifier ses compétences. Mais vous allez voir un mot très important, valoriser. Les identifier,
j'ai envie de dire, c'est une chose. Un conseiller peut facilement m'aider à identifier mes compétences. Mais les valoriser, ça ne dépendra que de moi et du regard que j'aurai sur ces compétences. Cela suppose que je puisse changer mon état d'esprit sur moi et sur ce que j'ai fait. Et en troisième lieu, identifier ses ressources. Donc, on va parler de personnalité, de ses sources de motivation et, in fine, de ses valeurs. On va s'arrêter. Tu as des questions, non, hein? Non. J'ai entendu un petit peu. OK. Sur faire le point sur mon parcours. Cette première étape, elle est incontournable. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de récupérer, d'analyser. Et quand on dit vraiment analyser, c'est étudier vraiment toutes les expériences significatives que j'ai eues. Une expérience significative est considérée comme étant quelque chose que nous avons aimé faire, qui nous a apporté énormément de satisfaction, que ce soit une journée que je l'ai fait, ou encore que ce soit 5 jours, que ce soit dans ce cadre professionnel ou extra-professionnel, mais quelque chose que nous avons aimé faire, une expérience significative. Ensuite, une fois que cela sera réalisé, on a pu analyser. Vous avez bien vu, ce n'est pas porté identifié. Une analyse, cela va en profondeur. C'est vraiment une construction. Ensuite, on va pouvoir prendre du recul sur chacune des expériences qui ont été réalisées et que nous avons jugées étant significatives. C'est prendre du recul. Prendre du recul, c'est pouvoir être plus objectif, être plus serein, ne pas raisonner dans l'émotion, mais vraiment raisonner avec la raison, tout simplement. Donc, raisonner. Ensuite, cela va permettre de dégager le fil conducteur de mon parcours. Donc, me centrer sur tout ce qui a été très important pour moi et qui m'a sorti de là pour m'amener là. Même si en chemin, j'ai pu perdre beaucoup de choses qui m'aidaient. Aujourd'hui, il y a toujours une direction qui fait que ça a été important pour moi, ça a été important pour moi, et ce qui m'a conduit. Du coup, on sera plus à même de répondre à la question « Présentez-moi votre parcours ». À partir du moment où j'ai analysé ce qui a construit mon parcours professionnel, je pourrai plus facilement présenter ce parcours. Bien sûr, une compétence n'est pas inhérente à, on va dire, une activité professionnelle. Une compétence est inhérente à un parcours de vie, que ce soit dans un cadre professionnel ou extra-professionnel. Maintenant, une compétence, elle vit quotidiennement, régulièrement. S'il y a des personnes qui me diraient, moi, j'ai identifié telle compétence, mais c'est quelque chose que j'ai fait il y a 10 ans. Si je ne l'ai plus fait depuis, j'aurais du mal à, on va dire, être réaliste face à un recruteur quand je dirais « je sais faire ». J'ai fait il y a 10 ans, est-ce que je sais encore mobiliser cette compétence? Donc l'idée, c'est vraiment de se dire une compétence sur laquelle je peux être sûre, c'est une compétence que je mobilise régulièrement, qu'elle soit professionnelle ou extra-professionnelle. Et je rappelle une compétence, quand je parle du mot compétence, je parle de savoir, donc les connaissances que j'ai par rapport à un sujet, je parle de savoir-faire, d'accord, donc la pratique métier et de savoir-être, autrement dit, une qualité. L'idée n'est pas de dire je suis quelqu'un de patient. À quel moment je peux prouver que dans une expérience, j'ai fait preuve de patience? C'est ça qui sera pertinent et important. Pareil, une connaissance. J'ai acquis une connaissance il y a 10 ans. Mais quand on considère que tous les modèles évoluent, changent et qu'il faut rester en veille informative, si je ne le suis pas resté, je ne peux pas dire que la connaissance que j'avais il y a 10 ans fait partie de mes compétences aujourd'hui parce qu'elle a certainement évolué entre-temps. Des fois, rien que dans une année, un dispositif va évoluer et va changer. Voilà. Donc, quand on va parler de compétences, ce sont des compétences que l'on mobilise au quotidien, régulièrement, même si ce n'est pas au quotidien, mais régulièrement, et on peut prouver l'avoir mobilisé dans telle situation ou telle autre expérience. Ensuite, cela va permettre d'ouvrir une réflexion
sur le champ de tous les possibles. Faire le point sur son parcours, c'est s'ouvrir, on va dire, un boulevard de possibles. Et ensuite, on va chacune les analyser pour savoir lesquelles sont réalistes et réalisables en fonction du statut et du profil du bénéficiaire. OK? Voilà. La deuxième étape, identifier, valoriser les compétences. Première chose, en faisant cette étape que j'estime être incontournable, cela va permettre de faire une analyse fine de la valeur que vous avez avec votre expérience professionnelle. Cette valeur va vous apporter des éléments sur le temps que l'on souhaite accorder au travail, à la vie personnelle. Est-ce que je veux accorder 80%, 70%, 50% de mon temps à mon travail, 90%, 50%, 30% de mon temps personnel ou 50-50? Ça, c'est important pour pouvoir, on va dire, identifier une piste professionnelle. Un cadre qui me dit, moi, je ne veux accorder que 50% de mon temps à mon travail, je sais que ça ne va pas le faire. Donc, cette valeur au travail est indispensable pour pouvoir cibler la meilleure piste professionnelle. Valoriser aussi les expériences extra-professionnelles, les expériences sociales. Si je sais que je suis une personne qui n'aime pas le contact avec l'autre, qui préfère travailler seule, on va peut-être éviter les métiers où on est obligé de travailler en équipe parce que ça sera une faille par rapport à l'équipe. Et puis nous-mêmes, on va sentir une espèce de dichotomie parce que entre ce que je suis et ce que je fais, ça ne va pas. Donc, il n'y aura pas d'équilibre qui va me booster et me donner toute cette énergie et ce plaisir à réaliser mon activité professionnelle. Ce qui est indéniable pour être efficace. Il faut que j'aime ce que je fais pour être efficace. Ensuite, identifier, reconnaître vos compétences. Ça, c'est merveilleux, en fait, de pouvoir dire « je suis capable de faire telle chose », de le faire et d'en tirer la satisfaction. Et puis, synthétiser ce qui fait valeur à vos yeux dans votre parcours professionnel, extra-professionnel. Nos valeurs, souvent, on n'arrive pas à faire, on va dire, à les mettre de côté. Ou en tout cas, on pourrait le faire, mais de manière transitoire. Mais à partir du moment où vous mettez de côté vos valeurs, à un moment ou à un autre, vous ne pourrez plus exercer votre activité sereinement et avec enthousiasme. Et puis, cherchez toujours à mettre en évidence les compétences transférables quand on est dans un projet de reconversion. Parce qu'il y a toujours, je dis bien et j'appuie encore, toujours des compétences transférables et mobilisables d'un métier à l'autre. Si ce n'est pas en termes de savoir-faire, ça sera en termes de savoir-être. Et si tel n'est pas le cas, ça sera en termes de savoir. Il y a toujours des compétences mobilisables d'une expérience, d'un métier à l'autre. Pas de questions, Timothée? Si, une question. Quelle est la formation pour devenir CEP? La grande question qui revient par-dessus tout. Alors, j'ai envie de dire que être CEP, c'est surtout pouvoir répondre à une exigence de notre donneur d'ordre de transcompétences, c'est d'avoir surtout de l'expérience dans la mobilité de carrière, on va dire, par rapport, voilà. Donc, ce sont des personnes qui ont une longue expérience sur tout ce qui sera accompagnement des personnes vers l'évolution professionnelle. Pour autant, nous allons... on peut identifier les personnes qui auraient un bon profil par rapport à ça, au-delà de l'expérience qui est indéniable dans tout état de cause. Une personne, moi je suis issue de la psychologie sociale et clinique du travail, par exemple. Donc, les psychos en travail, on pourrait parler également des personnes qui ont des formations, un master en sociologie, en ressources humaines. Voilà, donc c'est en termes de diplôme. Si on va vraiment parler en termes de diplôme, ça serait ça.
Mais pour autant, ce qui va vraiment, même en sociologie également, hein, mais ce qui va vraiment permettre à un conseiller en évolution professionnelle d'être efficace, c'est l'expérience. L'expérience et puis une solide connaissance forcément inhérente à cette expérience sur le marché du travail. Voilà, et puis surtout ce qui sera évolution des métiers. C'est surtout ces profils qui sont recherchés pour aller sur ce type de métier. Voilà. Mais l'expérience, elle est vraiment indéniable. On pourrait considérer une personne qui a un master en psychologie sociale, en psychologie du travail, et qui n'a jamais accompagné du public. Son profil va peut-être moins s'intéresser qu'un conseiller en insertion professionnelle qui a fait de l'accompagnement depuis de nombreuses années, notamment, qui ait pu accompagner des salariés. Voilà. Troisième étape, identifier et valoriser mes ressources personnelles. Ça, c'est important quand on va aller vers un projet de reconversion pour pouvoir, on va dire, s'approprier une posture et ne pas avoir ce sentiment d'être un imposteur. Plus je vais être conscient de ce que je vaux, mieux je vais pouvoir aller porter cette compétence en quelque part, ou en tout cas chercher à la faire évoluer. Donc, non seulement ce que je vaux en tant que personne capable de, mais en tant que personne ayant une réelle posture. Voilà qui je suis aujourd'hui. Donc, il est important de valoriser nos compétences, non seulement professionnelles, mais également nos compétences personnelles. Ça, c'est important. Formaliser ce qui compte pour vous dans le rapport au travail. Est-ce le salaire? Est-ce le fait de travailler en équipe? Est-ce le fait de travailler le soir ou ne pas? Le fait de travailler le week-end ou ne pas? Le fait d'avoir des responsabilités ou pas? Toutes ces choses sont indispensables pour pouvoir identifier une piste professionnelle. Et c'est tout ce travail que va vous apporter un conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est toutes ces pistes qu'il va tenter de creuser avec vous pour avancer et forcément identifier ses centres d'intérêt, formaliser, pas simplement dire des choses, mais je veux avoir un meilleur salaire. Pourquoi? Ça, c'est important. Et il y a des personnes qui pourraient dire, moi, je préfère être dans un environnement où émotionnellement, je suis plus stable, même s'il s'agirait de diminuer sur mon salaire, parce que j'ai déjà identifié qu'en termes de charge, un salaire diminué à tant de pourcentage ne va pas être un impact négatif pour ma stabilité familiale. Mais j'ai besoin de qualité, j'ai besoin d'un meilleur confort dans mon emploi. Voilà. Donc, tout ça, c'est important de les formaliser pour mieux identifier ce qui est bon pour chacun d'entre nous en termes d'évolution professionnelle. Maintenant et après. Donc, faire le point est la première étape, je disais, pour élaborer et mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle. Maintenant, d'autres étapes sont nécessaires, voire indispensables. Et nous sommes là pour vous accompagner dans chacune de ces étapes. Et nous avons fait un petit circuit pour pouvoir vous les montrer, donc un petit aperçu. Donc, nous sommes à la première étape, le point rouge tout en haut à droite, en tout cas de mon écran, faire le point sur mon parcours. Après cela, on va rentrer dans quelque chose, on va s'approprier ce parcours, identifier, valoriser les compétences. Une autre étape, ça sera les motivations, les ressources personnelles. Pourquoi les ressources sont indispensables? Parce que c'est elles qui vont nous porter, c'est elles qui vont nous booster. S'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de source de motivation réaliste, s'il n'y a pas de source de motivation inhérente à moi-même, je vais abandonner. Ensuite, explorer les métiers, explorer tous les débouchés. Aller sur un métier, c'est bien. Mais pourquoi faire s'il n'y a pas de débouchés? Ok? Choisir un projet professionnel principal. Cela suppose qu'effectivement, on va travailler un projet principal, mais il y aura aussi d'autres pistes qui vont rester, on va dire, dans le même domaine d'activité, qui ne vont pas nous frustrer plus que ça, mais qui pourront être mises en œuvre. Par rapport à cela, rechercher une formation, rechercher un dispositif pour pouvoir étudier les possibilités de financement
Et une fois toutes ces étapes, le financement, les possibilités ont été identifiées, on va pouvoir mettre un plan d'action, un plan d'étape pour dire, voilà, on fera ça à tel moment, on vous propose de faire ça, à quel moment vous serez disponible pour qu'on puisse identifier cela. C'est vous qui voyez. Vous dites, moi, je veux construire mon projet en 3 mois. On va vous dire, voilà comment ça se passe. 3 mois pour faire une demande de financement. Vous aurez une réponse à tel moment. Vous aurez une réponse à tel moment. Immédiatement, on voit la réalité. Et on voit bien que, certes, nous sommes pressés et c'est souvent ce qui peut être un frein. Quand on est trop, on va dire, on veut vite faire les choses, l'inconvénient, c'est qu'on peut mal les faire. Il vaut mieux prendre vraiment ce temps pour construire ce projet, identifier toutes les pistes réalistes, réalisables, aller sur un projet bien construit et bien sécurisé pour pouvoir ensuite se positionner sur le marché de l'emploi et être immédiatement concurrentiel. Voilà. Donc, toutes les étapes qu'un conseiller en évolution professionnelle pourrait vous proposer pour que vous puissiez mettre en œuvre votre projet en tout cas avec les meilleures garanties et en toute sécurité. Est-ce qu'il y a des questions, Timothée? Je n'ai pas entendu de bip. Non, pas de questions, tout est clair. Ok. Donc, nous arrivons en fin de la présentation, il est 11h d'ailleurs. Sachez, dans tout état de cause, que vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle sur le site www.mon-cep.org. Je répète, et vous le voyez affiché, rendez-vous sur le www.mon-cep.org si vous souhaitez être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Dans tout état de cause, n'hésitez pas et prenez rapidement rendez-vous avec nous. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le replay du webinaire sur le site www.semaine-évolution-professionnelle.fr si vous voulez aller plus avant par rapport à ça et également identifier tous les autres webinaires qui pourraient être proposés, toutes les thématiques. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup d'épanouissement dans votre projet d'évolution professionnelle et je vous dis à bientôt.